Bonjour à tous et bienvenue dans Parlement Hebdo, le magazine des temps forts à l'Assemblée et au Sénat avec Tam. Bonjour Tam. Bonjour Katia, et notre invité cette semaine est le député La République En Marche de Paris, Sylvain Maillard. Bonjour. Bonjour. Et vous allez revenir avec nous sur l'actualité parlementaire de la semaine. Avec plaisir. Avec d'abord un débat tendu à l'Assemblée nationale sur le traité CETA qui prévoit d'ouvrir le marché entre l'Union européenne et le Canada. L'opposition de droite comme de gauche dénonce un texte dangereux pour la France. Le vote solennel sur ce texte aura lieu le 23 juillet prochain. Le Sénat a subi l'onde de choc de l'affaire de Rugy. Sa démission est intervenue 2 heures avant le début de l'examen du projet de loi sur l'énergie et le climat à la Chambre haute. Elisabeth Borne a dû reprendre le texte au pied levé dans un hémicycle très agacé. Et cette semaine, une mission s'est penchée sur le coût économique et social du mouvement des Gilets jaunes. La facture est lourde et ce sont les petites entreprises aux abords des manifestations qui ont le plus souffert. C'est l'un des constats de ce rapport. Et puis la Cour de cassation a validé le barème Macron et le plafonnement des indemnités prud'homales. La veille, un rapport sénatorial critiquait cette justice entre employeurs et salariés, bien trop lente et pas assez professionnelle selon les sénateurs. Et d'abord, le sujet qui a animé l'hémicycle cette semaine, la discussion très tendue du CETA, cet accord de libre-échange qui prévoit de libéraliser les échanges entre l'Union européenne et le Canada. Il est 15h, mercredi 17 juillet, les députés entament la discussion du projet de ratification du CETA. La séance sera finalement levée à 2h40, signe que les discussions ont été très tendues. Compte rendu de séance avec Clément Perrault. Dramatiser les enjeux, mettre la majorité face à sa responsabilité devant l'histoire, c'est la stratégie de l'opposition dans l'hémicycle. Et c'est l'appel que je lance aux députés de la majorité. Vous ne pouvez pas vous accrocher à une théorie économique aujourd'hui qui bousille les individus, qui bousille la planète, une théorie économique qui est d'un autre temps. Je suis sûr que le soir, nus, entre vos draps, dans le silence de vos consciences, vous êtes comme inquiets, angoissés pour vos enfants. Ce qui est en cause désormais, c'est un effondrement de l'espace de sécurité dans lequel la vie humaine a pu se développer sur Terre. Vous proposez, vous, d'appuyer sur l'accélérateur. Au Canada, tous les animaux peuvent être nourris grâce à des farines animales hors cannibalisme. Cela veut dire concrètement qu'un bœuf peut être nourri à la farine animale, créée à partir de restes de cheval ou de porc par exemple. Ce même bœuf qui peut être nourri à base de farine créée à partir de protéines issues de gélatine, provenant de la peau de ruminant, de son cuir, de son sang ou de son gras fondu. Stratégie inverse, bien sûr, pour les ministres et députés de la majorité qui cherchent à rassurer à tout prix. Aucune importation nouvelle n'est autorisée par l'accord et les normes européennes continueront de s'appliquer. On a parlé des saumons OGM, on a parlé de l'invasion de bœuf aux hormones. Du saumon OGM, il n'y en aura pas. Du bœuf aux hormones, il n'y en aura pas plus. Si le Canada, un jour, devait sortir des accords de Paris, eh bien c'est très simple. L'article 30.9 du CETA prévoit une procédure, une clause de dénonciation. Ces débats seront finalement conclus par un vote solennel réclamé à corps et à cri par l'opposition. Il aura lieu mardi prochain, après les questions au gouvernement. Sylvain Maillard, vous avez suivi ce débat, les oppositions contre, bien sûr. Opposition contre, des doutes dans la majorité. Finalement, ça ne s'ouvre pas quand même sous de très bons auspices. D'abord, il faut redire que c'est un accord qui est déjà en vigueur depuis 2 ans. Et donc, par rapport à une discussion de ce qui peut arriver, en fait, on voit déjà ce qui arrive. Très clairement, il est bénéficiaire pour l'ensemble de l'Europe, à plusieurs centaines de millions d'euros. Il crée des emplois. Et pour la France aussi, beaucoup de nos produits, entre autres alimentaires, se sont largement vendus et continueront à se vendre au Canada. Et donc, il est largement bénéfique. Et puis, on a une opposition qui s'est clairement liguée Vous comprenez ces réserves de l'opposition qu'on a entendues sur la viande nourrie aux hormones, sur les farines animales, par exemple? En fait, je pense qu'il y a du fantasme. En politique, ça fait partie aussi des postures. Et puis, il y a du fantasme. Et je crois que c'est vraiment du fantasme. C'est-à-dire que le CETA prévoit d'appliquer exactement les mêmes règles qu'avant le CETA. Rien ne change. Et donc, évidemment, tout ce qui était interdit avant le CETA reste interdit. Donc, pour vous, c'est du fake news? Non, je crois qu'il y a une angoisse, tout simplement, de dire on va importer de la malbouffe.
On va importer, et donc on va multiplier les échanges et on va importer. C'est faux pour vous, ça? Et c'est faux, et ça a été largement démontré d'abord dans les faits depuis 2 ans, parce qu'il n'y a absolument aucun changement par rapport à avant, et que ce qui est interdit en Europe, selon nos normes, nos critères ne sont pas toujours les mêmes qu'au Canada, ce qui est interdit en Europe reste interdit, et les Canadiens ne peuvent pas exporter vers l'Europe ces produits, les produits carnés principalement. Il y a toutes les critiques en matière environnementale, toutes les ONG de défense de l'environnement qui ne sont pas convaincues non plus par le CETA. Ça fait beaucoup d'opposants à ce traité de libre-échange. Moi, j'entends très clairement, il y a une opposition d'ailleurs philosophique entre une partie écologiste qui veut une décroissance, très clairement, une décroissance, et une partie, et ce que nous portons, nous, profondément, à La République En Marche, c'est une écologie avec une croissance verte. Une croissance verte. C'est deux conceptions de l'économie qui sont totalement différentes. Et donc, on les mélange souvent en parlant d'écologie, mais c'est deux choses totalement différentes. Et donc, dire qu'on ne veut plus de commerce international, vous savez quoi ? Enfin, je vais pas paraphraser une phrase célèbre, mais c'est du protectionnisme. Le protectionnisme, c'est la guerre. Si on continue pas les échanges, on démultiplie pas les échanges, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on se recroqueville, on perd des emplois, et ça finit par du protectionnisme. Et le protectionnisme, c'est le renouveau de la guerre. C'est normal qu'il y ait des craintes, qu'il y ait des volontés quand même de contrôle, etc. Mais tout à fait. Mais sachez que la crainte est aussi de notre côté. Et se dire que si on ne démultiplie pas les échanges, on ne construit pas une croissance pour tous les êtres humains sur cette planète. Si on n'arrive pas à créer de la croissance pour tous, quelque part, on se met en difficulté, on se met en danger, et on sait toujours comment ça se termine. On a entendu les oppositions sur tous les bancs de l'hémicycle contre ce texte lors de ce débat très long. Il y a aussi eu des réserves au sein même de la majorité. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des abstentions au sein de La République En Marche lors du vote solennel prévu le 23 juillet à l'Assemblée ? Je crois que chacun d'entre nous est à un moment face à ses responsabilités et face aussi à ce qu'il pense profondément. La vertu de ce débat qui a été long, vous l'avez dit, plus long que ce que nous avions envisagé, c'est aussi de faire naître des arguments, un argumentaire d'un côté comme de l'autre, qui a pu faire évoluer aussi au sein de notre majorité. On verra, on va voir comment chacun se positionne. Il y a eu des positions assez dures, évidemment, contre le CETA, y compris chez des députés de chez nous, mais c'est vraiment très minoritaire. Soyons honnêtes dessus. Et puis, il y aura un vote solennel. C'est nous qui avons demandé le vote solennel. Donc, il passera le texte je n'ai pas d'inquiétude dessus, mais surtout, un vote solennel, c'est quelque chose d'important qui nous oblige, chacun d'entre nous, à nous positionner et ne pas avoir un vote à 3h du matin. Après les questions au gouvernement, ça se fera ça. Voilà, mais ce vote était prévu à 3h, enfin à la suite, et c'était évidemment trop tard. Sylvain Maillard, le CETA n'est pas le seul traité de libre-échange à faire grincer des dents. Au Sénat, les agriculteurs ont aussi largement critiqué l'accord conclu entre l'Union européenne et le Mercosur. Regardez. Aujourd'hui, c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Je ne peux pas le dire autrement. Est-ce que les contrôles vont être faits ou pas? Les Brésiliens vont nous dire oui, nous on fait les contrôles. L'Europe va nous dire oui, les contrôles ne sont pas faits. Bon, ce qu'on peut vous dire, c'est ce que j'ai redit avant. On sait qu'il y a des documents officiels qui ont été falsifiés. On sait qu'il y a des pots de vin. Le ministre, enfin une partie de l'administration a été inculpée au Brésil. Comment dire? On négocie avec des pays où les protocoles de contrôle, de contre-pouvoir et de transparence ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes que dans nos pays développés. C'est fort ce que dit cet agriculteur, c'est un jeu de dupes. Comment s'assurer que les produits qui arrivent en France seront réellement contrôlés, ces produits en provenance du Mercosur, quand on connaît les fraudes qu'il y a déjà là-bas? C'est là où l'actualité parfois se mélange et nous fait faire ou penser ou dire ou avoir des votes, des positions qui sont pas tenables. Le CETA, c'est évidemment avec le Canada qui a les mêmes normes, non pas forcément... en tout cas les mêmes normes d'hygiène, les mêmes normes de fonctionnement de vie, de société. Et évidemment, avec le Mercosur, on est sur une autre idée, ou un autre cadencement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les négociations ont commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, la contrainte écologique, la contrainte de l'alimentation et de la qualité de l'alimentation, c'est quelque chose qui n'existait pas, ou très peu.
Et donc, évidemment, elles n'ont été peu ou pas du tout intégrées dans la négociation dans le Mercosur. Donc, beaucoup plus de craintes avec le Mercosur. Les temps ont changé. Les temps de négociation sont tellement longs que mais les temps ont changé. Vous comprenez ces craintes, quand même. Mais évidemment, mais voilà. on les partage. Et donc, d'abord, on n'avait pas le texte sur la table. Personne ne l'a lu. En tout cas, c'est pas mon cas. Nous n'avons pas eu le texte sur la table. Et on voit bien qu'il y aura forcément renégociation là-dessus, sur ces points qui ont été soulevés et qui sont justifiés. Clairement justifiés, oui. On passe au deuxième thème de l'émission. Au Sénat, le projet de loi sur l'énergie et le climat, très perturbé par la démission de François de Rugy. Ce texte phare en matière de politique énergétique a été défendu mardi par la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon, avant que ce soit Elisabeth Borne qui prenne le relais le lendemain. Agacement dans l'hémicycle du Sénat, récit par Adrien Develay. Alors que les sénateurs attendaient François de Rugy dans l'hémicycle, coup de théâtre. Le ministre de la Transition écologique annonce sa démission du gouvernement 2 heures avant le début de la discussion du texte. C'est finalement la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon qui se présente face aux sénateurs. Un remplacement au pied levé, commenté. Le pompon et l'apothéose, la démission d'un ministre à 2 heures du début de l'examen de ce texte. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie d'être là. C'est une forme d'héroïsme de votre part. La discussion du texte commence, mais le lendemain, nouveau changement de casting. La passation de pouvoir à peine terminée, Elisabeth Borne se présente au Sénat. Une nouvelle ministre pour un texte crucial, ce qui ne manque pas d'agacer. Ce projet, il a été commencé par le ministre Nicolas Hulot, il a été présenté par le ministre de Rugy. Suite à sa démission, hier, on a commencé la DG avec Emmanuelle Wargon, et aujourd'hui, nous allons continuer l'examen avec Elisabeth Borne. Et d'emblée, la nouvelle ministre est attaquée sur le train Perpignan-Rungis. La ligne de fret, menacée d'être fermée l'année prochaine, est désertée par les clients qui lui préfèrent des camions. C'est ahurissant. D'aucuns conviendra qu'en plus d'être économiquement absurde, cette opération est écologiquement irresponsable. Alors vous nous reprochez de faire rouler un train vite. Qu'est-ce que vous nous auriez dit si ce train s'était arrêté ? Son passage des transports à la transition écologique laisse certains sénateurs sceptiques, jugés par quelques-uns trop techno et trop peu écolo par d'autres. Mais Elisabeth Borne l'assure, son engagement écologique ne date pas d'hier. Sylvain Maillard, pas assez techno, pas assez écolo. Qu'est-ce que vous pensez des critiques qui sont faites à la nouvelle ministre de la Transition écologique ? Je crois que c'est un bon choix. Ce n'est pas forcément le choix qui était attendu, mais je crois que c'est un bon choix parce qu'elle connaît parfaitement les sujets. Elle est ministre depuis plus de 2 ans. Elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal et donc connaît parfaitement les sujets. Moi, j'ai travaillé avec elle il y a quelques semaines sur la loi mobilité avec des positions que j'ai essayé de faire valoir et je crois sur certains, pour les Parisiens qui suivent bien les dossiers sur les trottinettes, entre autres, trottinettes électriques, mais sur d'autres sujets, sur le travail et que le travail paie plus. Et c'est une ministre qui est à l'écoute. Ce n'est plus une figure, en tout cas. On est loin de Nicolas Hulot, François de Rugy, maintenant Elisabeth Borne. Qui fait avancer ses dossiers, très clairement, qui fait avancer ses dossiers. Alors, et qui, puisqu'on parle de l'actualité parlementaire, qui parle avec les députés, qui parle avec les sénateurs, qui comprend même si on n'est pas d'accord, qui échange profondément. On n'a pas toujours eu le cas, vous parlez de Nicolas Hulot, on n'a pas toujours eu cet échange, et peut-être ça, c'est ce qui aussi a fragilisé parfois des positions. C'est quoi la qualité numéro 1 pour faire une bonne ministre de la transition écologique pour vous ? La qualité qu'il faut. Je pense qu'il faut des qualités, pas une seule qualité. Mais... Il faut évidemment incarner et porter les dossiers écologiques, l'écoute et d'être très pragmatique. Je crois que l'écologie d'annonce, l'écologie de plateau, je crois que c'est quelque chose derrière nous. C'est concrètement comment on l'a mis en place. C'est souvent ça, il y a quand même beaucoup de déclarations d'intention. Du train Perpignan-Paris. Oui. Elle a été interpellée tout de suite sur ce train très attaché. Nous sommes allés le voir avec Benjamin Griveaux il y a quelques semaines pour aller voir le train directement à Rungis parce que c'est quelque chose de fondamental. On va pas remettre des camions. Elle s'en est saisie sans donc elle n'est pas responsable de cette depuis situation. Des mois. Mais non, en fait il y a beaucoup de parlementaires qui jugent qu'elle est responsable de cette situation. Ils ne connaissent pas le dossier. Ils ne connaissent pas le dossier. La réalité c'est qu'ils se positionnent et disent on va arrêter un train. Des transports n'est pas la réalité c'est responsable que la SNCF n'a eu aucun investissement sur cette ligne depuis des années. Et donc on hérite d'une situation où le train ne peut plus circuler ou dans des conditions pérennes et donc il faut réinvestir plus de 20 millions
sur cette ligne. Nous avons dit que nous allons le faire, à la ministre de le mettre en œuvre. Elle était quand même ministre des Transports, très puis maintenant clairement ministre de la Transition des annonces écologique. de députés ou de sénateurs qui n'y connaissaient absolument rien et qui n'ont pas suivi, et pour certains d'entre eux qui sont là depuis longtemps, qui n'avaient pas suivi ce dossier, ils auraient mieux fait de mettre un peu plus la pression sur la SNCF il y a quelques années. Est-ce que vous comprenez tout de même la lassitude des sénateurs qui en ont assez de tous ces changements de casting sur un seul et même texte ? En termes de coordination, c'est compliqué. Quand même. Oui, bah évidemment, je me mets à la place de mes collègues parlementaires. C'est vrai que c'est pas très agréable d'avoir un texte qui n'est pas suivi par le même ministre. Bon, écoutez, c'est la vie parlementaire. Hein. On sait très bien que la vie des ministres est ainsi faite, qu'il y a du changement et que ça peut arriver 2 heures avant un texte. Ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait bien un ministre qui représente le gouvernement au banc. Et puis ce sont des ministres de qualité qui... D'ailleurs, personne n'a attaqué la qualité des ministres. Juste fallait bien attaqué qu'il y ait quelqu'un le fait au banc, du changement. Bah, c'est ça aussi, la continuité de l'État, ça s'incarne comme ça. Alors, Sylvain Maillard, quel est le coût économique et social du mouvement des Gilets jaunes? Question qui était posée cette semaine à l'Assemblée nationale. La mission parlementaire qui travaillait sur le sujet a rendu son rapport. Les petits commerces situés le long des cortèges de manifestations ont payé le prix fort du mouvement. C'est l'une des conclusions des députés qui ont mené l'enquête. Marie Labatte. L'impact du mouvement des Gilets jaunes sur les ronds-points, dans les centres-villes, chaque samedi pendant 9 mois, est considérable pour les commerces et l'État. C'est en tout cas ce que conclut le rapport remis ce matin par Damien Abad, Jean-René Cazeneuve et Roland Lescure. Les 3 députés confirment le coût global donné voilà quelques jours par Bruno Le Maire, de 0,1 point de PIB au dernier trimestre de l'année 2018. Ça peut sembler peu, c'est quand même plusieurs centaines de millions d'euros. Surtout, ce qui est important, c'est que c'est la partie visible de l'iceberg et que derrière cette partie visible, il y a toute une partie immergée qui est bien plus grave, bien plus importante et surtout dans des circonscriptions, dans des localités particulières qui ont été évidemment bien plus affectées que la France dans sa moyenne. Concrètement, la mission parlementaire a évalué le montant de plusieurs préjudices, au premier rang desquels les pertes enregistrées par les centres commerciaux, à hauteur de 2 milliards d'euros. Les commerces des centres-villes, eux, ont perdu 20 à 30% de leur chiffre d'affaires. L'État a aussi dû faire face à des dépenses de plus de 46 millions d'euros au titre des heures supplémentaires effectuées par les forces de l'ordre, 71 millions d'euros pour la remise en état des près de 3000 radars détruits ou abîmés. Les députés ont par ailleurs évalué l'impact direct du mouvement sur le budget de certaines villes particulièrement touchées et la facture est élevée, 10 millions d'euros pour Paris, 7,5 millions pour Toulouse, plus de 3 millions pour Bordeaux et près de 2 millions d'euros pour Rouen. Voilà pour ce premier bilan. Alors les 2 rapporteurs sont issus de la majorité, le président de la mission est de droite. Est-ce que pour vous c'est un rapport à charge, un rapport anti-gilet jaune si l'on peut dire? Moi je crois que c'est la vérité, très clairement. Vous savez, moi je suis le député du centre de Paris, des Champs-Élysées, des grands boulevards. Au-delà des magasins qui ont été cassés, qui ont été pillés, qui a été touché. Exactement, pendant des semaines et des samedis et des samedis, au-delà de ceux qui ont été cassés, qui sont finalement heureusement assez peu nombreux. Donc c'est un bilan objectif pour vous. La réalité, c'est que beaucoup de commerces n'ont pu travailler le samedi, fermer leur magasin. Le samedi, c'est la meilleure journée. Et donc l'impact économique, je crois, chiffré à 2 milliards, peut-être est même plus important. L'impact en termes d'image aussi en pour termes la d'image, France. de touristes, on a moins 35% de touristes à Paris. C'était nécessaire de faire ce rapport. Oui, je crois que c'est important. La ministre, moi j'ai fait des tournées avec Agnès Pannier-Runacher pour aller voir les petits commerces et puis mettre en place aussi tout ce qu'on a pu apporter, c'est-à-dire évidemment un report de charges, mais aussi une exonération pour ceux qui ont été le plus touchés des charges, parce qu'il y en a qui allaient peut-être fermer. On en est à des difficultés pareilles, qui n'ont pas été cassées, mais qui ont été tellement impactées, où par exemple les policiers fermaient la rue et donc aucun client ne peut accéder. Et une fois que les clients ont perdu l'habitude de venir acheter ou l'habitude de venir par exemple à Paris le samedi, et pour ces commerces-là, c'est une catastrophe. Ça ne se voit pas toujours dans les chiffres officiels. La gauche a boycotté ce rapport. Est-ce que vous comprenez la position de la gauche ?
Là, ils ont une position purement idéologique en disant écoutez, si on montre que effectivement ça a eu un impact, ça risque d'anéantir les messages que vous portez par les Gilets jaunes. Ça pose pas de problème sur l'objectivité du rapport, du coup, de ne pas pouvoir réussir à faire un rapport transpartisan sur un tel sujet? Je pense que leur position est du coup subjective, en disant on sait ce qu'il va y avoir dans la... ne pas se rendre compte que les commerçants ont perdu énormément d'argent, que les villes, ça leur a coûté énormément d'argent, c'est eux qui sont vraiment dans la subjectivité. Voilà. Ils ne veulent pas un rapport ou s'associer à un rapport qui montre la réalité de ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes, ou en tout cas une de ses réalités. C'est un rapport provisoire. Vous pensez que la facture peut s'alourdir si on refait un bilan du mouvement dans quelques mois? Moi, j'en suis persuadé. C'est sous-évalué, en termes d'image, et moi, l'élu parisien qui vous parle, en termes d'image, évidemment, ça impacte aussi les réservations pour cet été. Les hôtels ne sont pas remplis et probablement ça va durer encore un peu de temps parce que le temps de relancer la machine, ça prend du temps. Donc oui, ça aura un impact encore plus important. On continue la semaine. Le Sénat demande au prud'homme plus d'efficacité. À la veille de la décision très attendue de la Cour de cassation sur les barèmes Macron, un rapport sénatorial a appelé à réformer la justice prud'homale. C'est un paradoxe, le nombre de contentieux est en baisse. Pourtant, elle est toujours oscillante. Les sénateurs formulent 46 propositions pour fluidifier la procédure. Explication, Alizé Boissin. Il faut attendre parfois plus de 2 ans. Le délai des jugements des prud'hommes dépasse largement les autres juridictions et pourtant le nombre d'affaires, lui, diminue. Pour inverser la tendance, le groupe de travail du Sénat formule des propositions dont certaines pourraient toucher les salariés qui se rendent au prud'homme. Parmi elles, l'étape de la conciliation, aujourd'hui obligatoire. Le fait que la conciliation ne soit plus une obligation, mais bien un outil repéré. Si nous allons en conciliation, il y aura effectivement des délais moins longs. Une conciliation facultative donc, mais l'urgence pour les sénatrices se trouve aussi dans la formation. En effet, les conseillers prud'homaux ne sont pas des professionnels du droit. Il y a un début de professionnalisation qui a été mis en place avec le recrutement des nouveaux conseillers et la formation professionnelle initiale et un certain nombre de procédures. Nous souhaitons aller beaucoup plus loin, notamment avec plus de fluidité, plus de liens avec les magistrats professionnels. Le rapport propose alors l'obligation d'une formation continue pour les conseillers sous la responsabilité de l'École nationale de la magistrature. Enfin, pour parer le manque de crédibilité de la justice prud'homale, les sénatrices jouent sur les symboles. À la place du port de la médaille, elles demandent le port de la robe pour les conseillers prud'homaux ou encore le changement de nom des conseils de prud'hommes en tribunal. Si les indications du rapport ne sont pas reprises par le gouvernement, une proposition de loi pourrait voir rapidement le jour. Est-ce que vous aussi vous jugez qu'aujourd'hui les juges au prud'homme ne sont pas assez professionnels et que dans l'ensemble ce système manque d'efficacité? Je vais vous donner mon expérience, parce que moi je suis en même temps, je suis député mais aussi chef d'entreprise, donc je suis allé aussi au prud'homme à un moment ou à un autre, ça arrive, dans une vie professionnelle. Et je crois qu'il y a beaucoup de bonne volonté de la part des conseillers prud'homaux, mais très clairement, il manque de moyens, il manque de formation. Il y a un côté un peu amateur par rapport à ce que l'on peut connaître dans le reste de notre justice. Je crois qu'il a été parfaitement mentionné par les sénateurs. Il faut qu'on avance dessus. On a eu cette semaine, vous l'avez dit, le barème, en tout cas la Cour de cassation qui a validé le barème prud'homal, qui permet aussi d'éviter bon nombre de contentieux parce que l'employeur sait ce qu'il va payer et donc la négociation est plus rapide et le salarié sait ce à quoi il a le droit. Et je crois que pour l'un et pour l'autre... Vous entendez ce que disent les syndicats? Ils disent que ça sécurise les employeurs fautifs. Au contraire, c'est un cadeau au patronat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'en fait, ils ne connaissent pas les situations. Moi, je pense que quand un salarié se retrouve dans cette situation, s'il n'y a pas eu évidemment des cas très graves, s'il y a eu une discrimination, s'il y a eu du harcèlement, ça rentre pas dans le barème. Mais la réalité, c'est que le salarié ne sait pas ce à quoi il a le droit. Et donc, parfois, avec quelques avocats autour de lui, se dit peut-être j'ai gagné le jackpot et part dans une procédure que finalement il maîtrise pas. Moi, je crois que c'est important que ça aille vite, que le salarié touche rapidement son chèque pour qu'il puisse repartir dans une vie, dans un autre métier, et que l'entreprise puisse aussi passer à autre chose sur de nouveaux projets, parce que ce sera pour moi gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, ça, on le voit très clairement, il y a beaucoup moins de recours au prud'homme. Ce sont des mesures que vous pourriez voter si elles étaient reprises dans le cadre d'une proposition de loi ici à l'Assemblée? Par principe, je lis d'abord ce qui est proposé, puis après, je viendrai vous donner mon avis. Mais vous allez plutôt dans le même sens, mais l'idée, évidemment. En tout cas, très clairement, il faut une professionnalisation plus importante.
Également, c'est pour vous un soulagement, cette histoire de validation par la Cour de cassation du barème des indemnités prud'homales, sachant qu'il y avait un certain nombre de conseils de prud'hommes qui refusaient d'appliquer ce barème en disant que c'était même contraire aux engagements internationaux de la France. Vous voyez, c'est ce dont on parlait. C'est-à-dire que, évidemment, certaines décisions, ce qui sont très très minoritaires du Conseil des prud'hommes, étaient dans des décisions plutôt idéologiques plutôt que d'appliquer la loi. Moi, je crois qu'ils sont là pour appliquer la loi. C'est très bien que la Cour de cassation puisse donner son avis. Elle l'a donné. Maintenant, on est dans ce barème qui me semble juste pour l'ensemble des parties. Question de fin, avant de terminer cette émission, Sylvain Maillard, vous aviez déposé une proposition de loi à l'Assemblée pour lutter contre l'antisémitisme. Proposition de résolution. Proposition de résolution pour lutter contre l'antisémitisme. Elle a fait les frais d'un débat prolongé sur la réforme du règlement de l'Assemblée. Oui. Est-ce qu'elle va revenir à l'ordre du jour bientôt et quand ? Elle va revenir, le président Ferrand s'y est engagé en quelques mots. Et Gilles Legendre, pareil, le président de notre une président idée de groupe, de date ? Normalement, début octobre. En tout cas, j'attends une date, mais début octobre, en tout cas, c'est l'engagement. Proposition de résolution pour lutter contre l'antisémitisme. Exactement. Merci Sylvain Maillard. Merci beaucoup Sylvain Maillard d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Katia de l'avoir présentée avec moi. Et merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.